Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, on revient sur cette entente entre le gouvernement fédéral et Google parce que aussitôt annoncé l'entente, ben, le débat qui s'ouvrait, c'est comment on distribue cet argent, quand même une somme considérable, 100 millions. Et il y a plusieurs acteurs qui sont venus dire, ben là, réglons une chose. Une société d'État qui vit déjà largement de fonds publics ne devrait pas piger à nouveau dans cette enveloppe. Le Bloc québécois, le gouvernement du Québec notamment, ont pris cette position. Oui, effectivement, Mario, puis ça va être une épineuse question, puis je me permets d'en parler, bien qu'il y ait une dimension fortement politique, parce qu'il y a aussi une dimension fortement économique et financière là-dedans. Faut savoir que le budget de CBC Radio-Canada, donc ça inclut là aussi la portion anglophone là, des services de Radio-Canada, c'est quelque chose comme 1,5 milliard de dollars par année, Mario. Donc c'est certain que, le 100 millions, à toute proportion gardée, là, ne fera pas complètement changer la balance du côté de la société d'État, alors que pour beaucoup d'entreprises de presse, et je pense surtout à la presse régionale, des petits journaux là, aux quatre coins du pays, ben pour eux, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est la différence entre continuer à couvrir l'actualité locale et fermer. Donc, il y a cet enjeu-là. Puis dans le texte de loi, Mario, puis dans ce que je comprends de l'entente, évidemment, Google verse de l'argent au collectif, tel qu'on l'appelle. Puis ensuite, cet argent-là devait être distribué aux médias selon le nombre de journalistes à temps plein. Mais je pense que c'est toi-même qui me l'a fait remarquer plus tôt cette semaine que sur cette base-là, Radio-Canada aurait plus de la moitié de l'enveloppe probablement. Donc, ce qui serait un petit peu... J'ai entendu toutes sortes de chiffres. J'ai peut-être exagéré en disant qu'il y avait plus de la moitié des journalistes au Canada. On me dit, j'entends 40%. Mais dans tous les scénarios, c'est un critère qui favorise, mais de façon éhontée, Radio-Canada, là. Et comme je le dis, c'est pas, je suis pas anti Radio-Canada personnellement, mais tu comprends que, mettons qu'on disait 40%, quel que soit le chiffre, mais c'est l'ordre de grandeur qui importe, d'aller donner 40 millions de dollars à Radio-Canada par-dessus 1,53 million de dollars, c'est cute, là, ils vont s'acheter, quelques chaises, là, puis tu comprends ce que je veux dire en proportion de leur budget. Mais hier, Francis, hier, je parlais au ministre québécois de la Culture qui rapportait la position du gouvernement du Québec. Puis, tu sais, il prenait une image, là, puis je comprends que lui, il se met à risque un peu parce que lui, il est couvert par Radio-Canada aussi, mais il disait, prenons juste les bâtiments, là, tu viens à Montréal, sur un coin de rue, le coin René Lévesque, Alexandre de Sèvres, t'as un méga bâtiment, un des plus beaux bâtiments neufs construits à Montréal ces dernières années, Radio-Canada. Puis au coin Alexandre de Sèvres, Sainte-Catherine, vraiment deux coins de rue, quasiment un coin de rue et demi à côté, t'as l'édifice de TVA qui va être à vendre dans quelques mois parce qu'on n'a plus les moyens de l'opérer. T'es-tu en présence de deux réalités financières aux deux extrêmes? Tout ça en disant que, mettons, grosso modo, là, d'une année à l'autre, TVA a à peu près le double des codes d'écoute, là, tu sais. Oui, ben voilà. Donc, écoute, encore une fois, je suis pas. L'idée ici, c'est pas de châtier qui que ce soit, mais si l'objectif c'était d'encourager le journalisme et qui plus est le journalisme régional de proximité au Canada à travers cette mesure-là, ça me semble aller de soi que, encore une fois, il y a une autre conversation à y avoir sur le financement de Radio-Canada et de CBC. Puis encore une fois, on pourra en parler une autre fois. Mais dans cette entente-là, il me semblait assez évident que l'idée c'était pas d'en rajouter à la manne du diffuseur public qui est déjà relativement généreuse, toute proportion gardée. Donc. Mais là, à cheval entre l'économie et politique, je vais te poser une question. Qui obtient les fonds généralement de la part d'un gouvernement? Ceux qui en ont le plus besoin ou ceux qui sont bien connectés politiquement? Ouais, ben c'est ça. C'était quoi déjà? Il y avait, je pense que c'était le Figaro qui avait fait une campagne de publicité en France, Mario, et je crois que c'était tutoyer le président, est-ce être plus proche du pouvoir ou plus proche de l'information? Là, évidemment, il y a toute cette ambiguïté-là toujours, mais encore une fois, sans accuser Radio-Canada de faire preuve de partialisme à l'égard de nos ministres, c'est certain qu'ils sont dans une position enviable pour en influencer la direction. C'est pas que les gens de l'info... Moi, je veux jamais dire... C'est pas que les gens de l'information de Radio-Canada font pas leur travail par rapport... Mais je veux dire...
c'est connu, là, je veux dire, le Parti libéral du Canada est proche de la haute direction de la CBC, peut-être plus en anglais encore, c'est plus vrai en anglais qu'en français. C'est connu, c'est vieux, c'est historique, c'est des sympathies, c'est du monde qui sont... Moi, on me décrivait des soirées, des mariages, je dis, c'est le même monde, là. Un est le conjoint de l'autre, tu sais, quelqu'un me décrivait ça, mais lui est au Parti libéral, dans tel poste, il est ministre, mais là, sa conjointe, tabarouette, là, tu voyais les fils se croiser, mon cher ami. C'était quelque chose. Puis c'est pas... Voilà. Je pense que les gens, le journaliste moyen à l'information qui couvre un point de presse d'un ministre libéral, je continue de penser qu'il essaie de faire honnêtement son travail. Mais tu sais, dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu un programme, la logique qu'on applique aujourd'hui, là, chaque fois qu'il y a eu un programme dans le passé, Radio-Canada en était le grand bénéficiaire, est allé chercher plus que sa part. Toutes les fois, même s'ils vivent de subventions au départ, ils ont réussi à aller chercher le maximum de tous les autres programmes. C'est drôle. Moi, malheureusement, je m'attends à ce que ça soit encore le cas ici. Là. Qu'on me surprenne, mais je m'attends à ce que ce soit encore le cas. Hey, écoute, oui, vas-y. Ça va être, juste pour conclure, ça va être quand même c'est paradoxal parce que c'était une bonne nouvelle que la ministre Saint-Onge nous annonçait il y a quelques jours. Puis, on pouvait quasiment penser que le gouvernement libéral allait comme gagner quelques points sur la base de cette entente-là. Puis finalement, tu vois, elle se retrouve quand même rapidement dans ce dossier un peu difficile, évidemment, qui pourrait lui faire perdre beaucoup. Puis, comme tu l'as dit, tu l'as accueilli le ministre Lacombe, pour le Québec, il y a un enjeu pour plusieurs autres provinces. Je suis sûr que M. Poilievre va avoir un point de vue là-dessus également. Puis, encore une fois, on parle de redistribution de l'argent de Google, puis éventuellement peut-être de l'argent de Meta également. Donc, ça va devenir rapidement hautement politique et presque plus économique, finalement. Et encore à cheval entre économie et politique, quelle histoire que celle de George Santos aux États-Unis, qui a été destitué, membre du Parti républicain, en fait, élu du Parti républicain, qui essentiellement avait deux vies, là. La vraie est celle plus belle que tout qu'on présentait sur la place publique. Oui, ben c'est ça. Puis encore une fois, ça a commencé avec des histoires un peu abracadabrantes de fausses déclarations concernant ses études, concernant des emplois qu'il avait dit avoir occupés alors que c'était pas le cas. Mais ce qui l'a vraiment fait tomber, là, si on peut dire ça comme ça, Mario, c'est encore une fois de la gestion financière. Donc, M. Santos, là, carrément, selon un rapport là, du comité d'éthique qui a été déposé, est accusé là, d'avoir carrément fait des malversations qui sont pour le dire directement, de la fraude et du blanchiment d'argent. Ça va dans différentes directions, Mario, mais carrément, il a utilisé de l'argent des donateurs politiques pour, par exemple, payer son loyer. Bon, jusque-là, on peut dire peut-être que sa maison, son appartement était consacré à la campagne, mais il s'est aussi abonné à des sites OnlyFans. Là, je ne sais pas si tu connais cette plateforme-là, Mario, mais on va dire plus difficile à justifier dans un mouvement là, peut-être qu'il faut se détendre en fin de soirée pour avoir une bonne journée de campagne en pleine forme le lendemain, non? Il n'y a pas que de la porno sur OnlyFans, Mario. Il y a plein d'autres contenus de toutes sortes de nature, mais effectivement, c'est un des usages là, les plus fréquents. Et donc, c'est intéressant aussi parce que M. Santos est le 6e dans l'histoire des États-Unis à faire face à une procédure comme celle-là, donc de destitution. C'est maintenant fait, il ne siège plus. Et donc là, il va falloir attendre parce qu'évidemment, le pire pour lui reste probablement à venir. Là, il y a carrément une dimension criminelle là-dedans. Faut rappeler là, que, Mario, que les premiers qui ont été destitués de la Chambre des représentants aux États-Unis, c'était carrément dans le cadre, là, au milieu du 19e siècle, là, vraiment pour des histoires là, liées à la traite des Noirs et tout ça. Donc, c'est quand même un autre ordre d'idées, là, quand même. Ouais. Mais lui, écoute, il y aurait un film à faire là, sur un gars qui s'invente une fausse vie, qui bâtit un faux CV, en fait, essentiellement, où tout est à peu près faux. C'est même difficile de croire comment il a pu se faire élire, là, parce qu'il y a quand même un certain crible, une certaine filtration, vérification aux États-Unis, comment il a pu passer à travers de tout ça. Coup dur, selon toi, pour les vignerons du Québec?
Ben, ce coup dur, pas juste selon moi. Après, il va falloir Ouais. trouver peut-être une solution, mais malheureusement, il y avait comment dire, un conflit commercial là, qui opposait le Canada avec l'Australie Ouais. là, dans les règles du commerce international. Et on faisait valoir en Australie qu'on avantageait indûment les producteurs locaux. Il y a plusieurs raisons. Moi, Mario, je suis très favorable à ce qu'on encourage justement la production locale. Il y a plein d'avantages à ça. On a une certaine fierté nationale également d'avoir nos propres producteurs. Mais en raison de cette entente-là, ben maintenant, la Société des alcools du Québec se retrouve un peu pieds et mains liés à devoir prélever, Mario, 40% de la valeur des biens qui sont vendus, donc des vignerons locaux. Pour la plupart d'entre eux, là, clairement, ça signifie qu'on met, je sais pas si c'est la clé dans la porte, mais en tout cas qu'on ne pourra plus vraiment vendre là, directement par la société d'État. Certains disent, là, puis encore une fois, différents articles à ce sujet aujourd'hui, certains disent qu'ils vont se concentrer sur d'autres canaux de distribution, mais essentiellement, ça va faire mal, puis ça va faire diminuer le volume total qui peut être produit et vendu. Donc, c'est très dommage comme histoire. Ouais, parce que 40%, c'est pas marginal, là, hein? C'est Ben, toute tu une sais, claque. je suis pas un vigneron, mais ce que j'en comprends, Mario, c'est que souvent, là, l'ensemble de la terre, de la machinerie, de la main-d'œuvre, de tout ça, c'est à peu près 50% de la valeur de la bouteille. Rajoute quelques coûts fixes comme le salaire, je sais pas, des coûts d'emprunt, etc. Et 40% de la SAQ, le 10% qui reste est insuffisant pour faire vivre une entreprise très longtemps. Il faut pas que tu aies une mauvaise année, là, parce que sinon, c'est vraiment la fin. Donc, c'est certain que une marge brute de 10%, j'ai de mémoire pas vu ça. Ouais. donc, c'est certain que ça va être difficile. Mais comme encore une fois, on peut espérer peut-être qu'il y ait d'autres manières d'encourager nos vignerons. Il peut y avoir de la subvention qui se fait directement par le gouvernement, mais là, ça ne passera plus par la SAQ. Et puis, évidemment, ben, ça va être sous la loupe de l'entente qui a été qui est survenue avec l'Australie. Donc, on n'a pas non plus toutes les cartes en main là, à partir de ce moment-ci. Merci, Francis. Je t'en prie, à Au lundi. revoir.